Emmanuel Macron, vous avez vu son meeting hier à la Défense, meeting, d'ailleurs. À la Défense Arena, vous l'avez regardé un petit peu? J'ai regardé, oui. Vous avez vu? Je savais que je venais vous voir, donc j'ai un peu regardé. Oui. Par exemple, le minimum retraite à 1 100 €, la revalorisation de l'allocation pour les mères seules, le versement des aides à la ressource. Il a même repris un slogan du NPA, nos vies valent plus que tous les profits. Ouais, c'est indécent. Moi, je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent parce qu'il a fait exactement l'inverse pendant 5 ans. Tout d'un coup, il se réveille en retrouvant sa jambe gauche. Bon, je crois que personne ne peut y croire. Les EHPAD, notamment, par exemple, rien que cet exemple, notre collègue Caroline Fiat avait fait un rapport avec une collègue de la majorité en 2018 qui donnait tous les éléments. Qu'ont-ils fait? Absolument rien. Et ils veulent nous faire croire que là, ils vont agir. On avait demandé une commission d'enquête parlementaire sur toutes ces entreprises à but lucratif, et c'est ça le problème, qui s'occupent des EHPAD. On nous l'a bloqué. Donc je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est des promesses de campagne, comme une autre. Le bilan social d'Emmanuel Macron, le dédoublement des classes, etc., vous n'y croyez pas non plus? Enfin, le bilan social d'Emmanuel Macron, c'est le quinquennat le plus inégal de la Ve République, et celui qui s'est attaqué le plus au service public. 17 000 lits d'hôpitaux fermés, plus de 7 000 enseignants supprimés, de fait. Donc tout ça, c'est, j'allais dire, des mots, et puis derrière, il y a des actes, et les actes sont à droite. Quand il dit notre système social nécessite un État productif, en gros, pour financer notre système, il faut travailler, il fait fausse route là-dessus. Ouais, alors ça, c'est ce qui m'a le plus choqué. Il dit, on n'augmentera pas les impôts, comprenez, on n'augmentera pas les impôts des plus riches, qu'il a largement fait des cadeaux, et d'un autre côté, on va rembourser la dette à tout prix. Et donc, sur quoi on compte? Eh bien, sur le travail. Ça veut dire qu'on va continuer à exploiter le travail, on va faire du productivisme à tout crin, bonjour pour la planète et l'écologie, et avec finalement à la fois une vision de croissance pour la croissance, et puis surtout une vision où c'est les salariés qui vont payer pour la société, et notamment pour le capital. Le Emmanuel Macron qu'on a vu hier, c'est celui de la France qui va bien? Alors, c'est celui d'une toute petite minorité de Français qu'il a largement abreuvé de cadeaux, contrairement à près de 90% de la population, et notamment les plus défavorisés. Il a osé dire que le pouvoir d'achat avait été augmenté pour les plus pauvres, alors que toutes les études montrent que pour les 20% des Français les plus pauvres, ça a été au contraire une baisse du pouvoir d'achat, et ça va continuer au premier semestre. Les études de l'OFCE disent 300 € de plus pour les Français. Non, en moyenne. En moyenne. Oui, mais sauf que comme les plus riches se sont largement gavés, pour les plus pauvres, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, les gens à qui je parle là en ce moment, et les gens savent très bien que leur pouvoir d'achat a régressé au contraire depuis 5 ans. Alors en termes de justice sociale, j'aimerais qu'on parle justement du programme de votre candidat. Parmi les propositions de Jean-Luc Mélenchon, la réforme des droits de succession, notamment 100% de taxes au-dessus de 12 millions d'euros. On comprend le principe de la redistribution, mais 100%, est-ce que ça s'appelle pas de la spoliation? Bah non, parce que c'est au-dessus de leurs 12 millions d'euros. C'est-à-dire qu'avant, ils n'auront pas cette taxe. J'entends bien. Donc déjà, c'est beaucoup, c'est 0,02% des Français. Et vous savez, il y a une chose depuis une trentaine d'années qui s'est développée avec le néolibéralisme, c'est une noblesse de l'argent. Qui se crée, qui ne se crée pas selon les qualités de la personne, mais simplement parce qu'il a eu la chance de naître à un bon endroit. Bon, ça c'est quand même indécent. Et là, on est quand même très modéré. On pourrait être un peu plus radical. On est modéré, et ça permet, figurez-vous, on a calculé de payer à tous les étudiants. Ça rapporterait combien? Ça rapporterait à peu près 5 milliards d'euros. C'est un revenu qui permet aux étudiants d'avoir à peu près 1 000 € par mois pour faire leurs études. Donc vous voyez que c'est largement avantageux. La question, c'est que prenez une entreprise familiale florissante. Elle ne survit pas à un tel taux. C'est-à-dire que est-ce que au-dessus de 12... C'est pas les entreprises. Non, j'entends bien, mais donc de fait, en fait, c'est la question du capitalisme familial, par exemple, qui ne sont pas forcément des gens extrêmement riches, mais qui ont parfois du patrimoine. On ne touche pas au capitalisme familial dont vous parlez. Il y a une loi aujourd'hui qui agit, qui favorise ce capitalisme familial. À ceci près que il faudrait voir certainement la durée, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes avantagé, mais en réalité, vous pouvez revendre au bout de très peu de temps. Donc ça, il faut vérifier ce genre de choses, mais on ne touche pas à cet aspect des choses. D'accord. Votre électorat, il est beaucoup dans les classes populaires, chez les jeunes aussi. C'est deux populations où on sait que le risque d'abstention est historiquement très fort. C'est d'ailleurs le risque principal pour votre candidat? C'est le risque et c'est la chance. Parce que si les abstentionnistes viennent voter, et moi je pense qu'ils vont venir voter, ceux des catégories populaires, les jeunes, eh bien on sera au deuxième tour. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a des réserves de voix plus importantes que les deux qui sont devant nous, et notamment Marine Le Pen. Je vous parle ça parce que je sais que vous avez lancé une initiative en banlieue, donc pour faire du porte-à-porte. Pour aller... Ouais. Alors on fait du porte-à-porte partout, mais la semaine dernière, effectivement, on a été en plein milieu d'une cité, les Framboisins, une des plus grandes cités de Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis. Vous êtes faire un meeting. On est les seuls qui pouvons faire ça, on est les seuls qui le voulons aussi, pour aller au-devant des gens. Et là, on voit bien effectivement que
il va y avoir un vote, je crois que les sondeurs n'estiment pas à la hauteur de ce qu'il va être, et qui va être très largement pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est ça qui va nous permettre d'aller au deuxième tour. Donc ça veut dire que selon vous, le vote populaire, entre guillemets, est sous-estimé et qu'une partie des abstentionnistes habituels, entre guillemets, pourraient aller voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense que le vote de ceux qui ont intérêt à voter pour le partage des richesses, pour le partage du temps de travail, pour des services publics, pour l'arrêt des discriminations est sous-estimé. Et d'ailleurs, je fais encore un appel justement aux habitants des quartiers populaires, des catégories populaires, de se dire que ça vaut le coup d'éliminer Mme Le Pen dès le premier tour et se donner la chance d'avoir un candidat qui représente leurs intérêts au deuxième tour. C'est quoi les arguments que vous mettez, par exemple, pour les abstentionnistes, pour ceux qui disent « voter, ça ne sert plus à rien, je n'y crois pas, je ne suis pas représenté, je ne crois pas au candidat, etc. » De regarder notre programme, c'est ce qu'on fait depuis des mois. Nous, vous savez, on a Jean-Luc Mélenchon, qui a le talent que vous connaissez, et on a un programme. Bon, et ce programme, c'est la 6e République. C'est le fait de passer le SMIC à 1 400 € net. C'est le fait que la retraite est ramenée à 60 ans, pas de retraite en dessous du SMIC. C'est le fait que les jeunes qui sont en formation, étudiants au lycée professionnel, auront 1 000 € par mois pour faire leurs études, au lieu d'être obligés de faire des boulots partiels absolument mal payés ou aux travaux ubérisés. C'est la 6e République par la Constituante, notamment avec le droit de révocation, et c'est la planification écologique. Je crois qu'on répond à toutes les urgences sociales, écologiques et démocratiques. Aujourd'hui, votre candidat, il est aux alentours de 15% dans les sondages. Il est effectivement en 3e position. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, dénonçait cette semaine une gauche qui, toute mouillée, fait 25%, fustigeant les divisions. Est-ce que c'est pas un peu tard pour apporter toujours ce type de... C'est sûr que sa candidate nous taperait un peu moins, ça serait peut-être mieux au niveau division. Écoutez, nous, on mène notre chemin. Voilà, manifestement... Vous avez l'impression qu'une partie de la gauche vous entend sur le thème votons Mélenchon pour ne pas qu'il y ait Le Pen. Je pense que une partie des électeurs de la gauche, enfin des concurrents qui sont derrière nous entendent, oui. Parce que chacun comprend bien que le débat Macron-Mélenchon serait d'une autre tenue et sur d'autres arguments qu'un débat avec Madame Le Pen qui sera sur l'immigration, la religion, les questions identitaires, sécuritaires, qui sont des débats malsains pour le pays. Et en plus de ça, je pense que si on va au deuxième tour, on a une bonne chance de gagner, figurez-vous. C'était de fait la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les sondages, encore si l'on croit les sondages, Jean-Luc Mélenchon se fait battre au deuxième tour. Quels sont les arguments, en quoi Jean-Luc Mélenchon pourrait inverser la tendance ? Déjà, vous remarquez que les sondages sur le deuxième tour, on progresse également, comme on progresse sur les sondages du premier tour. Et les arguments, c'est que ça va être un vrai débat entre le candidat des riches et le candidat du peuple. Et à mon avis, là-dessus, le candidat des riches n'a pas forcément gagné. Il y a moins de riches que de personnes qui ont intérêt justement à une politique égalitaire dans ce pays. Merci Éric Coquerel d'être venu ce matin sur France Info.